Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir pour cette seconde et dernière partie de Soir d'Info, Monsieur Mohamed Lamine Sarr. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Der. Alors, vous êtes expert immobilier. Dans le détail, président de la section immobilière de l'Ordre national des experts du Sénégal, également secrétaire général du Cercle d'affaires Sénégal-Québec-Canada. Le prétexte de l'entretien, ce sont les journées de l'habitat qui se tiennent à partir de demain ici au Sénégal. Alors, quel est le sens déjà de la participation du CBCAN, le Cercle d'affaires Sénégal-Québec-Canada, à ces journées de l'habitat? Merci beaucoup, M. Der. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie déjà de la belle opportunité que vous nous faites de nous inviter ici ce soir pour parler de cet événement. Le Cercle d'affaires CBCAN, Sénégal-Québec-Canada, placé sous l'égide de l'ambassade du Canada et de la délégation générale du Québec, est un espace d'échange, d'expérience et d'expertise entre le Sénégal, le Québec et le Canada dans la perspective de dynamiser le flux des échanges économiques entre les deux pays. Naturellement, ces échanges existaient déjà, mais CBCAN se positionne particulièrement dans le partenariat de haut niveau pour essayer de susciter des partenariats structurants et surtout gagnant entre hommes d'affaires sénégalais, hommes d'affaires canadiens, dans les divers domaines de l'agriculture, des mines, de l'énergie, mais surtout aussi de l'immobilier, de la construction et des infrastructures qui nous valent aujourd'hui de participer à ce panel. Mais justement, qu'est-ce qui a été fait depuis pour ce qui est de l'immobilier, les infrastructures, comme vous dites, et autres? Ok. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'immobilier et des infrastructures, c'est vrai qu'il y a une problématique aujourd'hui du logement au niveau du Sénégal. Les prix du logement sont assez élevés, les prix du foncier est assez élevé et on n'a pas suffisamment d'espace pour aménager des espaces de vie et qui permettent en tout cas d'abriter des programmes capables de prendre en charge l'ensemble des besoins de la population. Donc, on pense qu'à travers cet espace de réflexion qu'on va instaurer au niveau de ce panel, qu'on puisse donc, avec tous les acteurs de l'immobilier, essayer de trouver des solutions pérennes à l'ensemble des problématiques qui se posent aujourd'hui. Mais justement, vous animez un panel, et quel est le thème? Oui, le panel que nous animons, le thème c'est l'opportunité, le panorama des opportunités de partenariat d'affaires entre opérateurs économiques sénégalais, et québécois et canadiens, parce que simplement, entre ces deux pays, il y a quand même quelque chose qui lie le Sénégal et le Canada, c'est que ces deux pays abritent deux villes qui sont des places fortes de l'immobilier. Montréal et Canada ont ceci de commun que ce sont des places fortes extrêmement attractives et qui aujourd'hui connaissent tous ce qu'on appelle une surchauffe immobilière du fait de renchérissement des prix de l'immobilier dans ces deux pays. Et je pense qu'il y a... Et dans les mêmes proportions. Dans les mêmes proportions. Et donc on a cette même problématique qu'on partage ensemble. Et donc il serait bon de nous retrouver autour de ce panel pour voir en termes d'échange d'expérience quelles sont les solutions qu'on peut trouver par-ci et par-là pour mettre en place en tout cas des programmes qui permettent de prendre en charge l'ensemble de ces préoccupations. Mais de ce que vous avez du Québec, c'est quoi leur modèle immobilier en général? Alors aujourd'hui, c'est comme nous, des promoteurs privés certes, mais à côté des HLM, des SICAP, un peu à l'image de ce que nous faisons ici. Mais je pense que oui, c'est un peu à l'image de ce que nous faisons ici, mais je pense que c'est surtout au niveau des schémas d'investissement immobilier et de financement. Et de financement. C'est surtout au niveau du financement, de la gestion du financement, l'adhésion, qu'on peut identifier des modèles d'affaires plus intéressants. Au Québec, on a ce qu'on appelle des stratégies hypothécaires qui permettent en tout cas à l'investisseur de diversifier son investissement en tenant compte de la valeur de sa maison. Et ça, c'est des schémas qui sont extrêmement intéressants et qui permettent en tout cas de lever d'autres formes de financement et de rendre éligibles encore les personnes aux différentes formes de financement qui sont proposées par les institutions financières. L'accès à la propriété est-il facile? L'accès à la propriété est bien organisé au niveau du Canada. Suivant qu'on a un statut de résident temporaire, qu'on a un statut de résident permanent, du fait qu'on a un statut de Canadien, on est éligible à des procédures qui sont dans la prise en charge et qui permettent en tout cas à toutes les personnes de pouvoir accéder à la propriété suivant en tout cas les schémas qui sont définis par les institutions financières. Moi, étranger, est-ce que je peux venir, comme ici cela se fait au Sénégal, est-ce que cela est possible de venir, de débarquer, j'ai de l'argent, je veux acheter
côté. Mais tout à fait, en tant qu'investisseur non résident, vous avez la possibilité d'investir au Canada. Quoique, il est vrai qu'aujourd'hui, il faut tenir compte d'une loi qui a été mise en application et qui met en veille cette possibilité-là. Mais sur le principe, il est possible à un investisseur non résident de pouvoir accéder à la propriété immobilière au Canada. Alors, parlons du Sénégal avec le gros problème, le prix des terrains et des matériaux de construction. Oui, vous touchez, M. Der, du doigt un problème qui est crucial ici au Sénégal. Je pense que c'est le problème de tous les ménages sénégalais. L'accès à la propriété immobilière et foncière est complètement... C'est arrivé à un niveau extrêmement difficile. Les prix de terrain augmentent, les prix de logement augmentent. Et la problématique du niveau de ces prix-là est devenue à atteindre presque, je peux dire, son paroxysme. Ouais. Et je pense que les prix ont explosé, explosé, je veux dire. Les prix ont explosé littéralement dans la région de Dakar, la région périurbaine. La forte concentration de la demande sur un même point pose un problème. Je pense que toute l'attractivité du Sénégal aujourd'hui se focalise sur Dakar et ça pose un problème. Il faut qu'on trouve le moyen de déconcentrer cette demande-là et de l'élargir à des zones qui sont beaucoup plus accessibles et qui deviennent de plus en plus habitables. Je pense que c'est à cela que s'attellent d'ailleurs les autorités pour essayer de trouver de nouveaux espaces comme les pôles au niveau de Dagoholpa, au niveau de la Petite Côte, tous ces espaces-là qui sont en train d'explorer. Diamniadio a été une tentative de pouvoir désengorger Dakar, mais quelque part, je pense qu'elle a plus contribué à créer peut-être une banlieue éloignée. Mais je pense que l'objectif d'aller vers Dagoholpa, d'aller un peu plus loin, je pense que c'est une très bonne chose. Le fait de changer ces terrains-là qui avaient une vocation autre et d'en faire une vocation urbaine, ça peut permettre de juguler le problème et de trouver des solutions. Pour vous, une solution radicale, transférer la capitale, ce ne serait pas une première au Sénégal? Ça aurait été l'idéal, ça demande de la réflexion, ça demande des moyens, ça demande des ressources. Surtout une volonté politique. Ça demande surtout une volonté politique, mais je pense que c'est une idée de plus en plus alléchante. Quand on regarde un petit peu quand même la densification de la ville de Dakar, je pense qu'aujourd'hui, toutes les activités, 90% des activités concentrées dans une petite zone comme la région périurbaine, je pense qu'à terme, il va falloir trouver un schéma alternatif qui permet de déconcentrer de façon claire et nette cette ville-là, parce que sinon, ça va être intenable. Alors, en attendant, on construit en hauteur avec les contraintes socio-culturelles. Vous pensez que là également c'est la solution? Oui, vous savez, on a toujours pensé que la construction à hauteur était un phénomène culturel européen et que ce n'était pas africain, ce n'était pas sénégalais. Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé et on est rattrapé par la réalité qui fait qu'aujourd'hui, l'habitat à hauteur s'est imposé comme un schéma alternatif. Mais ça suppose aussi qu'on puisse accompagner l'investissement immobilier à hauteur par des aménagements au niveau des infrastructures primaires pour que justement l'assainissement soit pris en charge, que la voirie soit prise en charge, le point de parking des voitures, tout ça c'est problématique. La vie en appartement aussi doit être organisée avec un système de copropriété, avec un syndic compétent, capable de mettre en place des règlements de copropriété qui sont applicables et qui sont acceptés par tous, et que les parties communes soient gérées de façon rationnelle. Tout ça, c'est de nouvelles habitudes qui doivent venir s'installer et qui vont permettre en tout cas de tempérer un petit peu la pression de l'habitat et du partage de l'appartement des parties communes et tout ça. C'est vrai que les syndics posent souvent problème dans les immeubles et ce ne sont pas tous les immeubles qui ont des syndics malheureusement. Et tous les propriétaires aussi ne respectent pas leur engagement. En tout état de cause, comme vous le dites aussi, on assiste à des conflits de voisinage pour des problèmes de parking ou de parquage de voitures, puisque la rue est rapidement occupée. Ah oui, le soir, oui, c'est compliqué. Souvent des batailles de voisins devant des meubles pour savoir qui est gagné. Mais vous avez dit quelque chose d'important, parce que les syndics posent un problème, mais ils posent un problème de formation déjà, parce qu'il faut former de bons syndics. Ils pose aussi un problème d'information au niveau des propriétaires pour qu'ils sachent aussi qu'il y a un cadre juridique qui permet de gérer la cohabitation, et ce cadre juridique-là, il est inscrit dans l'acte de vente au moment même où ils achètent et qu'il faut le respecter. Donc c'est des textes qu'il faut connaître au départ
pour savoir à quoi on s'attend. Et ensuite, maintenant, il y a une discipline qui doit s'installer et qui fait qu'on pourra facilement donc compenser les effets négatifs d'avoir à habiter ensemble et puis de partager un même produit. Qu'est-ce que vous pensez du programme phare du gouvernement pour résorber le problème du logement, les 100 000 logements? C'est le rêve. Il faut qu'il se réalise. Maintenant, on attend. Ce programme-là, il a été lancé, il a été annoncé. Je pense qu'il correspond à un besoin véritablement criard. L'État a mis en place, en tout cas à l'époque, je me rappelle, on avait participé à des commissions qui avaient été faites pour réfléchir autour de la mise en œuvre de ce programme-là. Aujourd'hui, le Daga Kholpa a été réservé pour abriter ce programme. Apparemment, toutes les conditions sont réunies. Il faut véritablement que sur le plan du financement aussi, des solutions soient trouvées pour que les promoteurs puissent disposer des ressources financières nécessaires pour engranger l'ensemble de ces programmes-là. Mais il faut des programmes de grande envergure pour juguler justement ce déficit de logement et surtout tempérer le niveau des prix, parce que le niveau des prix est élevé, parce que l'offre disponible est insuffisante. Il faut qu'on puisse arroser le marché de logement à des conditions économiques pour pouvoir tempérer les prix et les rendre encore plus accessibles. La loi de l'offre, la demande doit s'appliquer pour qu'on puisse en tout cas tempérer la croissance exponentielle du prix du logement. Alors l'autre problème, ce sont les bâtiments qui s'effondrent à cause de malfaçons, d'autres qui menacent ruine à cause de la vétusté. Sur la VDN, on peut voir un bâtiment de plusieurs niveaux, une partie qui est effondrée de ce bâtiment. Donc, c'est un problème, un bâtiment tout neuf, même pas encore livré. C'est problématique. Mais vous savez, quand un problème comme ça se pose, tout le monde se renvoie la balle. Problème de mise en œuvre, problème des études mal faites, problème de mal application des études, problème. Je pense qu'il faut de la discipline dans la construction. Il faut de la discipline dans la mise en œuvre. Il faut que les études soient bien faites par les personnes qui ont la compétence de le faire. Il faut que les bâtiments soient construits par ceux qui ont la compétence pour le construire. Il faut que... Le contrôle également. Il faut que le contrôle soit opérationnel et qu'il soit effectif. Et il faut que dans la filière de production et de construction, que chaque acteur, chaque maillon joue son rôle de façon rigoureuse et de façon professionnelle pour que ce genre de problème ne se pose pas. Parce que c'est véritablement triste de voir un immeuble construit, arriver à cette hauteur-là et qui s'écroule alors que... On croise le doigt, il vaut mieux qu'il s'écroule au moment où il n'y a personne que d'attendre que les gens habitent pour qu'il s'écroule. Mais déjà, à ce stade-là, qu'un immeuble s'écroule, c'est problématique. C'est très problématique. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Faye. Mohamed Lamine Sarr. Sarr, je sais. Bon, de toute façon, les Sarren et les Fayen sont tous cousins. Des sérères. D'accord, des cousins. Donc c'est souci. bien Mohamed Lamine Sarr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Der. Merci beaucoup. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.